là, j'aimerais vous donner une traduction française de la blockchain. C'est une chaîne de blocs. Donc, comme on a vu dans le dessin animé, je sais pas si vous vous rappelez au début, il y a eu un dessin animé. Quand l'inventeur du Bitcoin, il nous parle de la blockchain, il la matérialise de cette manière. Donc, une chaîne de blocs allant de gauche à droite. Ce qu'il faut retenir ici de ce que nous a dit Jean, c'est que le hash, il nous permet de relier les blocs entre eux. Donc, vous pourrez imaginer que c'est la chaîne de blocs. Et moi, j'ai envie de vous prendre une métaphore avec un livre. Donc là, vous avez un livre. On parle souvent que Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est comme un livre comptable. Qu'est-ce que permet de faire la blockchain Bitcoin? C'est juste d'enregistrer les transactions qui ont été effectuées. Donc, si la blockchain Bitcoin est un livre comptable, les pages de ce livre seraient des blocs. Chaque page correspond à un bloc. Et à la fin de chaque page, on aurait un hash, donc une empreinte unique qui serait, par exemple, à la fin de cette page-là et qui serait au début de la page suivante. C'est grâce au hash qu'on a ce lien entre les blocs. Et ce qu'il vous a montré avec le fait que ce soit impossible de changer les données, les informations qu'il y a dans les blocs, c'est grâce à l'énergie qui est utilisée et qui est demandée par les mineurs pour sécuriser la blockchain. Ils doivent utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, et c'est pas un défaut, mais c'est bien évidemment l'inverse. C'est la qualité première de Bitcoin, notamment avec les autres crypto-monnaies, c'est qu'il demanderait trop d'énergie de pouvoir aller dans les blocs précédents et pouvoir faire une modification. Il y a personne qui a l'énergie suffisante pour pouvoir faire ça. Et la différence avec, par exemple, les autres crypto-monnaies, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Ethereum. Ethereum n'utilise pas cette preuve de travail qui requiert beaucoup d'énergie. Ils sont preuve d'enjeu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ils peuvent retourner en arrière dans les blocs précédents et eux, ils peuvent changer notamment des informations et des données. Donc ça, c'est une information. Ouais. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait par le passé. Premier onglet, la hash. Le hash. Alors, pour bien comprendre la blockchain, il y a plusieurs éléments qui la composent. Et un des premiers éléments qu'il faut comprendre, c'est le hash. Donc, ce site, ça va permettre étape par étape de suivre et de mieux comprendre. Donc, le hash, là, c'est un algorithme, c'est le SHA-256. Et en fait, c'est une empreinte avec un tas de nombres aléatoires. Mais en fait, cette empreinte, elle va changer en fonction des données qu'on va taper. Et en fait, depuis les débuts de l'informatique, l'empreinte, ça a été utilisé pour certifier des données. Du coup, tu peux enchaîner sur... Ouais. Donc du coup, je vous invite à regarder la slide au-dessus. Donc là, il y a deux éléments à comprendre. Le premier élément, c'est que le hash, c'est une empreinte numérique. Une empreinte, vous prenez par exemple une empreinte digitale, il y en a qu'une, il ne peut pas en avoir deux. Il y a que moi dans le monde qui a cette empreinte digitale-là. Et dans le protocole Bitcoin, la fonction de hachage qui est utilisée, c'est la fonction SHA-256. C'est une des fonctions de hachage les plus robustes au monde. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, je vous ai mis, pour ceux qui l'ont jamais vu, qu'est-ce que c'est qu'un mineur de Bitcoin? À quoi ça ressemble un mineur de Bitcoin? Je vous l'ai mis à l'image. Un mineur de Bitcoin, c'est tout simplement du matériel informatique, un ordinateur comme ça, qui est conçu seulement pour miner du Bitcoin, spécifiquement pour miner du Bitcoin. Et on verra plus tard que ces mineurs-là, ils ont un rôle absolument essentiel dans le protocole Bitcoin, dans Bitcoin, parce qu'ils vont être là pour valider les blocs et pour sécuriser la blockchain et sécuriser Bitcoin. Donc, vous, en tant qu'investisseur, moi j'aime bien avoir cette image en tête, c'est que ces mineurs de Bitcoin-là, il faut les voir comme des gardiens de la sécurité de vos Bitcoins. Plus il y a de mineurs, plus il y a d'énergie utilisée, plus vos Bitcoins sont sécurisés. Alors du coup, l'élément suivant qu'on va voir, c'est le bloc qui compose la blockchain. Donc il est composé du numéro du bloc. Ici, on a un exemple avec le premier bloc. Un nonce, c'est un numéro aléatoire, on va y revenir.
et on retrouve les données et le hash. Mais par contre, le hash, on voit qu'il est un peu particulier. Là, il commence par 4 zéros et seulement après, c'est un peu aléatoire. Donc en fait, à votre avis, que va-t-il se passer si je change le texte? Voilà, effectivement, on a le hash déjà à l'empreinte qui change, mais par contre, le fond, il est devenu rouge au lieu de vert comme ici. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, là, la particularité, c'est que arbitrairement, il commence par 4 zéros, on va dire que le bloc a été signé. Et en fait, là, vu qu'il est plus valide, si je veux qu'il soit à nouveau valide, en fait, il faudrait que je trouve le nonce. Donc ça, c'est un numéro, c'est-à-dire number only used once. C'est un numéro pas aléatoire, mais qui va nous permettre, en fait, avec la combinaison, en fait, on voit qu'on a un petit bouton min. On va miner le bloc. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Exact. Voilà, il va calculer quel est le nonce qui fait que le hash commence par 4 zéros. Et là, on va dire notre bloc, il est valide. C'est bon. C'est le processus du minage, en fait, c'est dans le protocole Bitcoin. Toutes les 10 minutes, dans le protocole Bitcoin, un bloc est miné. Et le rôle des mineurs, justement, c'est d'être en compétition, en concurrence, pour avoir le droit de miner ce fameux bloc les 10 prochaines minutes et pouvoir avoir en récompense des Bitcoins. Donc ça, on va pas le voir dans cette session. Pour l'instant, on est vraiment dans blockchain, comment ça fonctionne. Et du coup, on passe à la blockchain. Et là, on va voir, en fait, comment sont assemblés les blocs. Donc, on retrouve ce qu'on avait vu avant. Et là, dans ce cas-là, dans cet exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs. La particularité, c'est que maintenant, en plus, on a un autre hash. Donc, c'est le hash précédent. Donc, vous voyez ici, donc, c'est l'empreinte du bloc précédent. Du coup, en fait, comment savoir si ma blockchain a été modifiée ou si elle est authentique? Donc, c'est là qu'on voit l'onglet distribué ou décentralisé. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à regarder la diapo au-dessus. Et une info très importante, c'est que Bitcoin, c'est l'actif le plus dur à produire, le plus rare à obtenir et le plus sécurisé car il repose sur le protocole le plus sécurisé au monde. Là, on vous parle de la blockchain de manière publique. Qu'est-ce que ça veut dire blockchain publique? Ça veut dire que tout le monde a accès en temps réel à la blockchain Bitcoin. Et j'aimerais bien que on leur fasse aller sur le site mempool.space. Donc si vous pouvez ouvrir un autre onglet, mempool.space. Ah merci. Parfait. Donc là, vous avez l'opportunité immense de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe sur Bitcoin. Et là où il y a la souris de Jean, ça c'est un bloc. Ça c'est un bloc Bitcoin. Je vais dessus. Si tu veux. Alors j'en profite pour l'occasion. Si on le regarde, on voit qu'on a le hash, là, il nous le donne. Ah parfait. Et si on le copie, on va juste l'ouvrir. Et on voit qu'il commence par un certain nombre de zéros, donc il y en a un peu plus que les 4 qu'on avait dans notre exemple. C'est parce que plus on augmente les zéros, plus la difficulté de calculer, de miner, ça va prendre du temps en fait. Et après on peut glisser, on peut revenir en arrière et voir tous les blocs dans le passé. Ou on peut en chercher un directement quoi. Parfait, merci. Et donc là, on a touché aussi avec Jean à la notion de décentraliser. Donc ce mot de décentralisation dans l'univers des crypto-monnaies, vous allez l'entendre à tort et à travers dans tous les sens. Jusqu'à qu'aujourd'hui, pour moi, la décentralisation, c'est un buzzword. Donc c'est un mot, ça ne veut plus rien dire parce que tout le monde l'utilise. Ici, dans le cas de Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la possibilité d'avoir une copie de la blockchain entière est extrêmement simple. Donc, je vous ai mis à l'image, en bas à gauche, à quoi ressemble un nœud Bitcoin. Un nœud Bitcoin, c'est tout simplement un petit matériel informatique, plug and play à moins de 200 francs. Jean m'a même appris qu'on peut faire tourner un nœud Bitcoin, c'est-à-dire une copie de toutes les transactions qui ont été effectuées depuis le début de Bitcoin, avec du matériel... sur un ordinateur d'occasion même. Voilà, donc même pour 0 euros, 0 francs. C'est hyper important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à la décentralisation de Bitcoin. Et je vous ai mis en haut à droite la cartographie des nœuds Bitcoin visibles à travers le monde. Il y en a plus de 20 000 qui sont enregistrés. Je dis bien enregistrés parce que
notamment dans ce monde-là de Bitcoin, les Bitcoiners ont tendance, pas comme moi apparemment, à protéger leur vie privée, à pas être des personnes publiques et à pas vouloir que leur nœud se retrouve visible. Donc, on peut estimer qu'il y en a beaucoup plus de 20 000 dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur la cartographie, c'est des personnes qui ont une copie de toutes les transactions. Et donc, ça permet la décentralisation du Bitcoin. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, notamment sur le nœud, sachant pendant la formation, nous, on va vous inviter toujours à faire tourner votre nœud Bitcoin et on vous apprendra comment. Parce que Bitcoin, c'est bien joli, plus de 124% de performance annuelle, etc. Mais Bitcoin fonctionne s'il reste sécurisé et décentralisé. Sécurisé, ça veut dire, bon, les mineurs, vous l'avez vu, mais également vous, avoir votre Bitcoin sécurisé, c'est-à-dire en self-custody, portefeuille froid et idéalement favoriser la décentralisation avec un nœud Bitcoin. Du coup, on va passer aux jetons, les tokens, et là... Excuse-moi, j'ai oublié juste un aspect. Ouais. Donc, je vous ai dit, tout le monde peut avoir un nœud Bitcoin et on vous invite encore une fois à le faire. À la différence, pour devenir un nœud sur Ethereum, donc encore une fois, je prends la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Pour devenir un nœud Ethereum, il faut 32 Ethers, soit, quand j'avais regardé le cours, à peu près 50 000 francs. Donc, vous voyez bien que là, il y a une limite à la décentralisation et c'est réservé qu'à une certaine élite financière, on va dire. Je te laisse poursuivre. Voilà, du coup, on va passer aux tokens, les jetons. Et là, en fait, on voit que dans notre bloc, maintenant, on a remplacé les données Hello et du texte par des transactions. Par exemple, Arnaud, il a donné 25 bitcoins à Marcus. Vincent, il a donné 4,27 bitcoins à Dino. Et ainsi de suite, vous comprenez l'idée. C'est vraiment pour tracer les transactions qui se passent entre personnes. Et dans les blocs, on peut en avoir peu, beaucoup ou pas du tout, peu importe. Et en fait, plus bas, on a aussi les autres participants qui ont la même copie de la blockchain. Donc toujours avec là, on a un exemple avec 5 blocs. Donc c'est là tout l'intérêt qu'il y a, c'est de pouvoir voir les traces dans le temps. Parce que quand il s'agit d'argent, on veut pas qu'il y ait que ce soit faillible, quoi. Donc c'est vraiment pour se rappeler de ces traces dans le temps. Parfait. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le token qui est utilisé sur la blockchain Bitcoin, ce sont des Bitcoins. C'est la crypto-monnaie qui est sur Bitcoin, et que la blockchain, la chaîne de blocs, est en fait un moyen, un registre de toutes les transactions et des mouvements qui s'y passent. Là, on voit que Dino, il me donne 2 bitcoins. Mais est-ce que Dino, il a vraiment 2 bitcoins? Donc, grâce au hash précédent, on peut revenir au bloc précédent. Et on peut voir que là, Oksana lui a donné 4 bitcoins. Donc, c'est bon. Il a pu en donner 2. Même si avant, il en a donné 15 à Yves Laurent. Donc, est-ce que vraiment il en avait 15? Donc, on revient au bloc précédent. Le 3. Et là, on voit qu'il en reçoit 10 et 5. Donc, ça fait bien qu'il en a 15. Donc, on voit bien qu'il y a... On peut pas inventer de l'argent sorti de nulle part. Il y a vraiment une traçabilité tout au long des blocs. Et donc, on peut toujours remonter qui a reçu quoi, jusqu'où. Et on peut pas inventer de l'argent sorti du vide. Il me semble que c'était aussi le cas, justement, dans la vidéo du début. L'enfant qui essayait de dépenser plus de Bitcoin qu'il n'en avait. Dès que ça marchait pas, c'était rejeté par le réseau. Ouais.